Pour nous engager sur une trajectoire bas carbone, il nous faut repenser notre façon d'envisager nos déplacements. D'ailleurs, les mobilités du futur seront sûrement moins disruptives que prévu. On l'a vu dans l'épisode précédent, la voiture nous semble actuellement incontournable malgré ses nombreux inconvénients. Alors quelles sont les alternatives à la voiture individuelle et comment changer nos habitudes ? Alors, les zones rurales, il y a moins de problèmes de consommation d'espace, il y a moins de problèmes de congestion. Donc, ça reste plus possible de recourir à ce mode, avec quand même la difficulté qu'on a toujours des gaz à effet de serre, qu'on a toujours aussi éventuellement des particules, même si là aussi c'est moins problématique. On ne va pas mettre un arrêt de bus devant chaque petit hameau, 3 maisons perdues au milieu de la campagne. Ça, c'est clair. Par contre, après, que les centres-bourgs soient quand même reliés par une offre de transport qui permette efficacement de se rendre à un lieu de travail. Donc, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas une offre qui s'arrête pendant les vacances scolaires, qu'on ne fasse pas une offre qui s'arrête à 18h le soir et qui commence à 9h du matin. Ça peut apporter des solutions. On peut imaginer du coup des rabattements vers des gros bourgs par du vélo à assistance électrique. Après, voilà, ça peut être des transports à la demande qui circulent que si les gens le réservent la veille, etc. Ça, c'est beau sur le papier, mais en pratique, si c'est trop compliqué à utiliser, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les transports collectifs, les gens ne l'utilisent pas. C'est tellement plus simple de monter dans sa voiture et puis d'aller jusqu'à la destination finale pour se déplacer. Alors après, c'est pas parce que vous desservez tous les bourgs qu'il faut aller à destination directe. Ça peut être se rabattre sur la gare TER du coin, mais du coup, il faut que l'offre de train soit aussi conséquente pour pouvoir permettre de réaliser des déplacements quotidiens de manière efficace. Le covoiturage, autant sur de la longue distance, c'est très intéressant de faire du covoiturage parce qu'il y a des coûts importants qui sont à partager. Le covoiturage du quotidien, ça reste des distances relativement faibles, 10, 15, 20 km. Donc, c'est des faibles montants et de l'autre côté, ça met des contraintes énormes. Les emplois du temps des personnes sont généralement assez contraints les jours de semaine. Dans les enquêtes qu'on peut faire, c'est aujourd'hui pas une pratique qu'on voit se développer à grande échelle sur, par exemple, les covoiturages domicile travail. Mais voilà, il n'y a pas de solution miracle pour les zones rurales. Il y a d'autres façons de limiter les déplacements. C'est effectivement le développement du télétravail ou des choses comme ça. Il est compliqué à la campagne de se séparer de sa voiture, et les alternatives sont limitées par des distances domicile-travail importantes et le manque de services de proximité. Les trajets quotidiens représentent un impact climat important, et dépendent de la distance parcourue mais aussi du moyen de transport utilisé. Paradoxalement, d'après l'INSEE, la médiane des trajets domicile-travail en 2016 est plus faible dans les départements ruraux que dans les départements urbains. Alors, il y a bien sûr les transports collectifs, pour lesquels la France a beaucoup investi dans les années 80, 90 et 2000, notamment le retour des tramways en ville et à une autre échelle le développement du TGV, qui ont permis de redessiner une partie des centres-villes français en réaménageant complètement la voirie, en supprimant pas mal d'espace à l'automobile. Mais le transport collectif, ça reste contraignant, il y a des horaires à respecter. On n'a pas l'arrêt devant son domicile, du coup on dit que c'est trop loin. D'un côté, si on avait un arrêt de tram juste devant sa maison, on se plaindrait de vibration et du bruit, donc c'est pas idéal. On peut avoir des correspondances à faire, donc on perd du temps, c'est moins fluide. Donc les transports collectifs, ils sont effectivement très utiles dans de nombreuses situations pour faire des distances assez importantes. Mais j'ai du mal à voir, sans qu'il y ait une contrainte énorme, pour pas dire une interdiction de l'usage de la voiture en ville, à ce qui se développe de manière beaucoup plus conséquente qu'ils peuvent l'être aujourd'hui. Du coup, c'est peut-être vers d'autres modes individuels qu'il faut se tourner, qui vont garder un certain nombre d'atouts de l'automobile, par exemple le porte-à-porte, le fait qu'il n'y ait pas d'horaire, etc., tout en évitant certaines de ces contraintes. On voit le développement qu'on observe actuellement du vélo, notamment le vélo à assistance électrique et les trottinettes qui se développent très fortement. Ces modes électriques présentent des avantages indéniables en termes de praticité. C'est beaucoup plus facile de stationner, on va relativement vite et notamment on peut aller plus vite qu'en voiture dans les centres urbains.
Donc, à mon sens, c'est plutôt de ce côté-là. On reste sur des modes individuels, on réussit à supprimer une partie des problèmes en lien avec la voiture. Je ne dis pas que ça ne crée pas d'autres soucis, mais c'est peut-être une partie de la solution. Si au lieu de posséder une voiture individuelle, vous faites vos déplacements en trottinette, il y a quand même de très fortes chances que l'impact global soit très intéressant d'un point de vue environnemental. Par contre, si c'est pour remplacer des déplacements que vous faisiez à pied, c'est forcément beaucoup moins intéressant. Ça consomme plus d'énergie et émet plus de pollution de construire une trottinette qu'une paire de chaussures. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a à peu près un déplacement sur 4 qui est fait à pied en France, dans nos déplacements du quotidien, que c'est un mode qui n'est pas du tout à négliger, qui a plein d'avantages environnementaux, en termes de santé publique, et aussi en termes de vivre ensemble. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment continuer à essayer de privilégier et développer. L'usage de la voiture partagée en ville satisfait 80% des personnes qui le pratiquent en 2012, grâce à de nombreux autres avantages. De plus, l'autopartage remplace 5 à 8 voitures individuelles, ce qui permet de limiter l'emprise au sol associée. La réduction du nombre de voitures produites permet d'économiser de l'énergie et des matières premières lors de la fabrication et du recyclage du véhicule. De plus, ce mode de déplacement est économique puisqu'il permet de partager des frais d'assurance et d'entretien. Enfin, l'utilisation de la voiture partagée incite à limiter ses déplacements en voiture. Pourtant, même si une faible part des utilisateurs trouve cette pratique contraignante, son impact à l'échelle de la France reste marginal. La viabilité économique et la disponibilité des véhicules sont les principaux enjeux et conditions d'un plus grand développement de cette pratique. Pour nous, la mobilité dans les villes à l'avenir repose sur différents piliers. La réduction drastique du nombre de voitures, le développement des mobilités douces et bien sûr la réduction des déplacements. Le nombre de voitures pourrait être réduit en développant l'autopartage, le covoiturage et l'utilisation des transports en commun. Le vélo, la trottinette sont également des alternatives pertinentes pour les déplacements urbains grâce à leur praticité et leur impact moindre sur l'environnement. Effectivement, l'avion, pour tout ce qu'on a dit, sur tous les vols court courrier, c'est une horreur climatique. Un avion, ça consomme énormément de carburant pour décoller. Et autant un vol transatlantique, on consomme autant de carburant dans un gros avion que si on le faisait dans une voiture, au kilomètre. Mais le problème, c'est qu'on ne fait pas 500 ou 1000 km comme quand on veut partir en vacances sur la Côte d'Azur ou autre. On en fait plutôt 5000, 6000, 10 000. Donc, c'est quand même beaucoup plus polluant. Et les courts courriers, c'est encore pire parce qu'il n'y a pas toute la phase de vol en altitude qui est relativement économe en carburant. Donc, c'est vraiment pas bon. Donc, la solution reste le train, le TGV ou les autres trains, les TER, les trains grandes lignes qui peuvent encore exister. Et pour les trajets un peu longs, le train de nuit qui recommence à se développer a des atouts intéressants, mais encore faut-il le développer et qu'il trouve son public. Les émissions de CO2 pour un trajet de 1000 km sont plus ou moins importantes selon le type de véhicule choisi. L'enjeu climatique pourrait être l'occasion de redevenir des voyageurs plutôt que des touristes. En sortant de notre addiction à la vitesse, nous poussons à voyager toujours plus loin pour être dépaysés. Regarde-moi ça! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous oubliez qu'est-ce qu'il y a? Bah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. C'est pas grave. C'est pas grave, vous en avez de bonnes, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Eh ben, un piéton, ouais, plus. Hein? Mais mes vacances sont foutues, je partais pour l'Italie. Écoutez, prenez l'avion, ça va plus vite. Mais je ne suis pas pressé, moi. Et alors, moi, je suis pressé, voilà. La solution n'est donc pas seulement d'utiliser des transports moins polluants, il faut également accepter de réduire ses déplacements. Eh ben, en fait, il y a toujours deux solutions. Il y a la carotte et il y a le bâton. Donc, le bâton, c'est interdire l'accès à certains types de véhicules à certains moments. C'est les zones de faible émission qui commencent à exister avec les vignettes critères. Vous ne pouvez pas rentrer avec des voitures trop polluantes. C'est supprimer les places de stationnement sur voirie qui vont vous obliger, vous inciter très fortement à aller dans des parkings souterrains ou en ouvrage qui peuvent être payants. C'est pourquoi pas des péages urbains, c'est empêcher le trafic de transit. En fait, en voiture, vous allez pouvoir rentrer dans un quartier et faire des choses. Par contre, vous allez être obligé de repartir par là où vous êtes arrivé. Et du coup, vous ne pouvez pas traverser un centre-ville en voiture sans prendre les contournements routiers qui peuvent exister. Ça permet de supprimer une partie non négligeable du trafic en général. Et du coup, on n'a plus que du trafic local. Ça, c'est le bâton.
Et puis après, il y a les carottes. Donc les carottes, c'est du stationnement gratuit pour les voitures électriques, c'est des primes pour changer de véhicule, pour prendre un véhicule moins polluant, c'est un forfait mobilité durable pour inciter à faire du vélo, du covoiturage pour travailler. Il y a aussi d'autres types d'accompagnement, parce que c'est pas forcément facile de changer de mode de déplacement. Par exemple, ça, c'est un truc qui m'a toujours frappé. Vous avez votre permis de conduire en poche, vous pouvez conduire à Lyon, à Marseille, au fin fond de la Creuse, à Lille, à Paris. C'est les mêmes règles. Vous avez votre carte de transport en commun, vous habitez à Besançon, vous êtes abonné au réseau de TC. Vous allez à Dijon, qui est pas loin, ou vous allez à Marseille, à Bordeaux, où vous voulez, votre carte, elle n'est pas reconnue, elle sert à rien. Il faut racheter d'autres tickets de transport. C'est pas forcément les mêmes règles d'utilisation, les horaires sont différents, des fois il y a des horaires vacances dans une ville, il n'y en a pas dans l'autre. Dans un endroit, vous pouvez monter avec votre vélo dans le bus, dans d'autres endroits, vous ne pouvez pas. Mais même le réseau de votre ville, si vous ne l'utilisez jamais, vous ne savez pas comment ça fonctionne. C'est pas forcément évident de lire un plan, trouver les lignes qui vont bien, etc. Pour le vélo, c'est aussi pareil. C'est pas parce qu'on a appris à faire du vélo quand on était enfant qu'on sait utiliser son vélo en milieu urbain, que ce soit sur des aménagements cyclables qui ont leurs propres règles de circulation, ou encore plus quand on est au milieu des voitures, des bus et des scooters. Il y a plein d'associations qui développent des cours de remise en selle pour aider les personnes à apprendre à maîtriser les arcanes du vélo en milieu urbain. Et c'est pas évident. On va dire que ces trois choses-là. Il y a des coups de bâton, des carottes pour inciter les gens à changer. Et puis, il faut qu'il y ait un processus d'accompagnement pour le changement. La loi LAM a pour but d'accompagner la transition énergétique dans le secteur des transports. Elle prévoit de remplacer progressivement les véhicules thermiques par des voitures électriques, en multipliant par 5 le nombre de bornes de recharge d'ici 2022 et en créant un bonus écologique qui permet d'aider les ménages à changer leurs véhicules contre des voitures moins polluantes. La LOM prévoit également de développer les mobilités douces et d'investir dans les transports, notamment dans le ferroviaire. Ces nouveaux investissements sont cependant à mettre en parallèle avec les investissements historiques importants accordés pour les infrastructures routières. On a donc le sentiment que cette loi se contente de remplacer les voitures thermiques par des voitures électriques, de développer légèrement les transports en commun et d'inciter les gens à se déplacer en vélo sans remettre en cause fondamentalement notre façon de concevoir les mobilités. Les innovations techniques ne suffiront pas pour réduire efficacement l'impact environnemental du secteur des transports. Nous devons changer plus largement notre mode de vie pour réduire drastiquement nos déplacements tant en nombre qu'en distance. L'étalement urbain et le zonage a déconnecté les lieux de travail, d'habitation et de consommation, impliquant d'importantes mobilités pendulaires. À la campagne, le manque de services de proximité, avec par exemple le problème des déserts médicaux, force les gens à parcourir des distances importantes. Le télétravail, le développement de la mixité urbaine et des commerces de proximité sont des moyens de réduire les déplacements et leurs problèmes associés. Il nous faut vite réapprendre à bouger pour vivre et non plus vivre pour bouger. Encore un sujet passionnant. Résumé en peu de temps, À la prochaine. on rend l'antenne. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu et pour suivre nos prochaines vidéos, abonnez-vous.